Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui Anne et René Marc, les fondateurs de l'EHAS, l'école de l'humour et des arts scéniques. Nous allons discuter ensemble des bienfaits de la sophrologie dans le milieu artistique et en quoi la sophrologie peut-elle accompagner les artistes de demain à gérer leur stress et à transmettre une émotion avec vérité à leur public. Je vous laisse avec notre discussion. Belle écoute! Bonjour Anne et René Marc, merci beaucoup de venir discuter avec moi et mes auditeurs sur mon podcast La Sophro pour mieux vivre. Vous êtes les fondateurs de l'EHAS, l'école de l'humour et des arts scéniques en France, la première école de l'humour et des arts scéniques en France. Et j'ai récemment d'ailleurs intégré votre équipe pour intégrer des séances de sophrologie pour vos élèves, vos artistes. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus ? Bonjour, merci Émilie de nous accueillir dans ton podcast, on est ravis. Alors donc moi je m'appelle Anne Bouvet et je suis directrice de l'EHAS, donc l'école de l'humour et des arts scéniques depuis 8 ans. Voilà, elle a 8 ans. Voilà. Alors moi, du coup, je peux expliquer pourquoi l'idée de fonder cette école, EHAS, Humour Arsénique. Cela sous-entend que nous formons des artistes. C'est une formation professionnelle qui, nous développons toutes les formes d'humour, c'est-à-dire que les artistes sont formés par l'humour, mais on peut faire du stand-up, on peut faire de la comédie, on peut faire du seul en scène, du visuel, du clown, de la chanson comique, etc. Tous les styles d'humour sont acceptés. Et l'idée, il y a 8 ans, était de créer un lien entre l'amateur et le professionnel. Il n'existait pas de formation qui permette à un humoriste de se lancer dans le métier de façon professionnelle, en dehors des scènes ouvertes, des comédie clubs que chacun fréquente en essayant de se faire remarquer, quoi. D'accord, super. Et alors j'ai vu dans votre cursus que le but, c'est que l'élève puisse, au bout de 3 années, avoir construit un spectacle. Alors pour ce faire, vous avez mis en place des cours particuliers, dont la sophrologie. Est-ce que vous pouvez vite fait parler, des autres cours que vous mettez à disposition, des professeurs, tout ça, pour les élèves? Alors d'abord, la sophrologie, ça a été au départ une idée de Anne, parce que on développe énormément, et je vais te laisser la parole pour parler de cela, Anne, ne t'inquiète pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se base sur le développement personnel, en fait, parce qu'à partir du moment où on demande d'écrire et de construire un spectacle, comme tu l'as dit, sur 2 ans, en fait, puisque la 3e année est une professionnalisation avec le spectacle d'1 heure créé et présenté en public au bout de 2 ans, euh, l'artiste crée, écrit, développe sa personnalité automatiquement pour essayer de faire corps avec ses mots. Donc on se retrouve face à une situation où l'univers se met progressivement en route au fil de la création, mais intervient aussi une pression personnelle par rapport à un début de carrière potentiel, ou le fait d'aller montrer son travail en public pour se faire repérer. OK. Alors, si je puis me permettre, parce que tu n'as pas tout à fait répondu à la question, Ah pardon. on donne des cours d'écriture humoristique, des cours de coaching, de mise en scène, d'acting, de technique théâtrale, et on fait donc 1 fois par semaine des masterclass ou des ateliers. On propose à différents professionnels de venir discuter avec nos artistes, et ça peut être des directeurs de théâtre, des humoristes, des sophrologues justement, et voilà, pour proposer tout ça à nos futurs humoristes en herbe et les ouvrir un peu à toutes les disciplines liées à l'humour.
D'accord, c'est super. Du coup, Renama, tu as déjà un petit peu répondu à ma prochaine question qui était Pardon, j'ai c'est anticipé. pas grave, c'était, pourquoi avoir eu l'envie, en fait, d'ajouter la sophrologie dans votre cursus? Alors, moi, je suis une ancienne infirmière et en tant qu'ancienne infirmière, j'ai toujours été très sensible aux médecines dites douces. Et je voyais que les patients qui les pratiquaient avaient vraiment des bienfaits. Et au début, quand j'ai intégré le HAS, je n'y ai absolument pas pensé. Et très vite, je me suis rendu compte que nos artistes étaient pleins de peur, d'angoisse, de pensées négatives et surtout leur parleurs de malheur qui qui n'arrêtaient pas de leur dire qu'ils étaient mauvais et pas dignes de monter sur scène. Et très vite, donc le développement personnel a pris une place à part entière. Je me suis dit pourquoi pas justement la sophrologie pour un peu calmer toutes ces angoisses. D'accord, donc du coup, je comprends bien que les élèves de l'EHAS, sont souvent angoissés. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les problèmes qu'ils rencontrent le plus souvent au sein de l'école? Vas-y. Bah, j'y vais puisque ça devient amusant. Chaque fois que tu t'adresses à René Marc, c'est Anne qui répond et inversement. Je- Non mais c'est rigolo. On est un duo comme ça. C'est normal. On s'occupe de cette école avec passion. Euh, le principal problème, c'est la peur. On va dire les peurs. D'abord, il y a évidemment lorsqu'on écrit soi-même et lorsqu'on vient montrer en public ce qu'on a réalisé, il y a la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé. Après, dans le cadre d'une formation professionnelle où le but est de se repérer une fois qu'on a sorti sa création, qu'on est arrivé au bout de son rêve, de matérialiser son rêve, bah, il y a la peur de réussir. Cette peur de réussir, elle est énorme. Elle bouffe la plupart des gens. La réussite, c'est l'inconnu. Comme le but de notre formation, c'est de les lancer dans la vie active avec ce métier, avec leur spectacle, je pense que ces peurs de décevoir, de ne pas être aimé et de réussir sont les problèmes fondamentaux que nous rencontrons. Il y a également un énorme manque de confiance en eux. Parce qu'ils arrivent avec tous leur passé, leur bagage, et ils ont beaucoup de mal à faire avec. Et ils ont un gros manque de confiance en eux et on se rend compte aussi que l'entourage joue un rôle très important et pour peu que les parents ou le conjoint ou les amis ne soient pas pour justement que cette personne se développe dans l'artistique, ils sont absolument pas positifs et sont tout le temps tirés vers le bas. Donc c'est très difficile pour eux de monter sur scène à ce moment-là. Mmh, d'accord. Alors, entendons-nous bien, hein, si je me permets, Émilie, n'importe qui peut venir être drôle sur un plateau. Hein, on peut être drôle, on fait rire les copains au mariage, etc. Mais à partir du moment où on est sur une scène, où on écrit soi-même, ça devient un métier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre formation, les choses sont faites avec sérieux. Donc, oui, on est une école d'humour, oui, on s'amuse beaucoup, mais il y a quand même un enjeu qui consiste à, sur un plateau, avoir l'aisance nécessaire, se connaître suffisamment, avec beaucoup d'humilité, pour pouvoir aussi bien utiliser ses défauts que ses qualités et satisfaire un public susceptible de vous accepter. Mmh. Oui, bien sûr, de toute façon, derrière tout grand artiste, il y a aussi, beaucoup de travail et ça passe par aussi la légitimité et toutes ces choses-là. Tout à fait. Donc la sophrologie, à notre sens, aide. Euh, D'abord, ben, on s'est rencontrés, tu étais venu faire une masterclass. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rendu compte à quel point l'efficacité de ton intervention nous avait donné l'envie d'intégrer plus régulièrement le principe de la sophrologie. Mais on nous demande encore les exercices que tu avais proposés. C'est-à-dire qu'au niveau du stress, au niveau de la pression que ce chacun met, au niveau des pensées négatives, on sent qu'ils sont en aide. Ils ont besoin d'aide. Ah oui, bien sûr, évidemment. Alors, je vais faire un petit rappel pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas la sophrologie, ceux qui découvrent par vous, par exemple, le podcast. C'est important de comprendre ce que c'est que cette méthode, parce qu'on dit qu'elle est psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle agit à la fois sur le corps et sur l'esprit. Donc, dans le contexte artistique, où on vient travailler avec
la place du corps sur la scène, son aisance scénique, le rapport avec ses émotions, tout ce qui est lié en fait au corporel et l'esprit, donc l'imagination, le fait d'écrire un texte et toutes ces choses-là. La sophrologie pardon, a un lien, intimement un lien avec le théâtre et elle utilise 3 grands outils, la respiration, la visualisation positive et la détente musculaire. C'est notamment ce que vous avez pu voir quand j'ai pu faire votre masterclass à Paris en mai dernier, où j'ai accompagné justement les élèves à venir travailler sur leur respiration, sur justement la notion de la peur en général, la peur face au trac, la peur d'oublier son texte et toutes ces choses finalement qui sont normales quand on est artiste, quand on est humoriste. Et l'idée de la sophrologie dans cette proposition, c'est de venir accepter, de venir écouter ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit pour venir apprendre à mieux le gérer et pour pas que toutes les choses que l'artiste peut rencontrer et ressentir prennent le dessus finalement sur la prestation qu'il doit faire. Tout à fait. Ce qui est complètement, complémentaire avec, notre façon de travailler puisque à la fin de notre formation, ils sont censés être autonomes Mmh. en tout. Même peut-être par une autoproduction et une façon de s'auto-gérer dans tous les domaines. Oui, bien Et sûr, puis la sophrologie, ce sont des outils qu'ils pourront réutiliser à vie s'ils le désirent. totalement. Et ouais, ça, c'est très important qu'ils repartent avec ça. Après, libre à eux de l'utiliser. Mais tous ces exercices, en tout cas, nous, ils sont en demande à nouveau suite à ton intervention en mai dernier. Je suis ravie de le savoir. Effectivement, le principe en sophrologie le plus important, c'est l'autonomie. Le but, c'est de favoriser la personne qui pratique la sophrologie à être autonome et à intégrer les outils qu'elle aura appris dans son quotidien ou dans son milieu professionnel. Du coup, ça me fait penser à quelque chose que j'avais envie de vous partager. J'ai trouvé une citation et j'aimerais bien avoir votre avis sur celle-ci. Pour qu'un artiste se réalise, il faut qu'il ose transmettre sa propre vérité à son public et la vérité, c'est l'émotion qui traverse l'artiste. Et pour qu'il soit aligné en fait avec son émotion, il faut qu'il puisse la comprendre et en fait marcher main dans la main avec. Alors du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette citation de Roosevelt qui dit: «Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui.» J'ai l'impression que tout est déjà dans la question, enfin dans la citation. C'est la problématique que nous rencontrons. Nous avons, dès 16 ans, des artistes qui viennent nous voir. Nous employons le mot artiste et pas élève volontairement, parce que même ceux qui ont 16 ans, on peut rejoindre notre formation à partir de 16 ans, ont parfois un passé artistique, ont déjà fait de la danse quand ils étaient plus jeunes, de l'improvisation, du théâtre. Donc, ils arrivent de toute façon avec quelque chose qui se transforme en doute par rapport à leur âge et par rapport à la projection qu'ils ont de vouloir réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas ce que c'est que ce métier. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de grandir, qu'ils sont en train de devenir matures au fur et à mesure de leur création, et ils se découvrent. Donc ils découvrent leur part d'ombre, ils découvrent parfois des facettes d'eux ou d'elles qu'ils ne connaissent pas. Et à partir de ce moment-là, on est très très souvent dans notre formation face à des remises en question, des questionnements, des gens qu'on rattrape à la dernière minute parce que les peurs deviennent énormes. Donc tout ça les empêche effectivement à l'heure actuelle de réaliser quelque chose ou en tout cas de visualiser un avenir bleu, propre et surtout sécurisant. Et puis, quand justement, moi j'ai vraiment l'image en 3 ans de vraiment une fleur qui s'ouvre. Au début, justement, ils sont pleins de doutes, ils ne sont absolument pas alignés avec eux-mêmes, ou du moins ils pensent l'être. Et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que pas du tout. Et à la fin des 3 ans, là pour le coup, il y a vraiment comment je pourrais dire, presque cette naissance de leur artiste où ils se sentent vraiment alignés avec leurs propos, ce qu'ils ont envie de défendre, et du coup le spectateur le perçoit cette émotion et cet alignement totalement si elle est sincère.
D'accord, donc en fait, c'est avant tout un travail, personnel, qui ensuite, amène à une réflexion professionnelle. D'abord travailler sur soi pour mieux travailler professionnellement, si je comprends bien? Évidemment, Exactement. bien sûr. Après, c'est peut-être valable dans tous les métiers, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant et pertinent dans votre proposition, c'est que la sophrologie, elle peut stimuler la créativité et l'expression artistique de l'artiste, quel qu'il soit, par, le travail des émotions, et des sensations corporelles, et aussi des pensées, bien évidemment. C'est un cercle vertueux ou vicieux si, on ne sait pas bien l'utiliser. Concernant le concept d'émotion, quand l'artiste est sur scène, son but, c'est, de transmettre, une émotion à travers son texte, quelle qu'elle soit. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Oui, je pense même que le texte s'écrit, en grande partie avec l'émotion, que c'est l'émotion ressentie devant le clavier de l'ordinateur ou derrière son stylo qui donne les mots ou la façon de s'exprimer sur quelque chose de précis. D'accord, et dans ce sens-là, l'émotion, si je comprends bien ce que tu dis, René Marc, elle a sa place dès le début du processus de création. Oui. Est-ce qu'elle continue selon vous jusque, au moment où, le texte, le bébé, le spectacle est terminé, ou, elle ne s'arrête jamais? Le problème, c'est tout l'effort que nous essayons de faire. En tout cas, moi, dans mes cours, c'est ce que je propose, c'est que l'émotion existe au moment de l'écriture. Après, on apprend. Pour apprendre, on devient un peu mécanique, un petit peu robot, et on en oublie l'émotion. Et on finit, lorsqu'on vient sur le plateau, à surjouer, à s'éloigner de cette émotion. Et en fait, le travail de comédien, le travail d'artiste, c'est d'aller retrouver l'émotion initiale. Alors, pour la retrouver, c'est bien là qu'il faut aller fouiller en soi. Bien sûr, et donc du coup, c'est à ce moment-là que la sophrologie a sa place? Oui, Vas-y, tu voulais parler, vas-y. Non, je voulais juste rajouter que, en tant que spectateur, les spectacles dont on se souvient, c'est ceux qui nous ont provoqué une émotion. Et je leur demande très souvent de se reconnecter justement à cette première émotion avec laquelle ils ont écrit leur texte et ce qu'ils voulaient vraiment défendre. Et ils sentent la différence de réaction dans la salle justement quand ils sont dans cette véritable émotion sincère ou quand ils la surjouent. Je dirais que la perception du spectateur n'est pas du tout la même. De toute façon, même une punchline de stand-up, même une pure vanne, comme on dit, à partir du moment où elle est habitée par l'émotion, elle fait plus rire. C'est une Mmh. certitude. C'est juste, et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de processus d'expression artistique. Le but de quand on a une émotion, on vient exprimer quelque chose, et si Oui, on l'exprime pas de façon juste parce qu'on n'a pas bien compris notre émotion, et ben, c'est là où on peut avoir des bides, par exemple, bien ou que le sûr, public peut pas comprendre. mais évidemment. Tout à fait. Et le spectateur se souviendra du spectacle qui a été fait justement et dit avec émotion plutôt que quelqu'un qui fait ça complètement machinalement. Oui, bien sûr. C'est ce qui reste au spectateur, je trouve. Enfin, moi, en tant que spectatrice, c'est ce qui me reste. C'est l'émotion que la personne sur scène m'a fait ressentir et que donc lui-même ressent. C'est ce qui fait la différence dans le contexte actuel entre le conventionnel et l'investissement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les artistes conventionnels, on en voit partout. Les artistes qui s'investissent, c'est autre chose. On sent qu'il y a un engagement, on sent qu'il y a une façon de prendre les choses vraiment sur un plan émotif, comme un messager de quelque chose à dire, et c'est toute la différence. Donc si je comprends bien, tout le monde devrait faire de la sophrologie. C'est pour Exactement. ça que nous sommes fiers d'être les premiers en formation professionnelle artistique à inclure la sophrologie dans une formation professionnelle, oui. Parce que ce qui était primordial pour moi, ce n'est absolument pas de rester que sur la technique. Évidemment que c'est très important, la technique, mais il y a tout justement le côté émotionnel et développement personnel qui est très important. Et je voulais lui laisser toute sa place dans notre formation et c'est ce qui fait notre différence aujourd'hui.
Évidemment, je ne peux que, affirmer tes propos, Anne. J'ai une dernière question pour vous. Je ne sais pas si vous savez, mais mon podcast a pour sujet les sorties de zone de confort, en accompagnant les auditeurs à se mettre dans l'action ou par la réflexion à sortir de leur zone de confort. Donc si vous avez, votre place dans, cet épisode, dans ce podcast, j'aimerais bien que, vous me parliez, de vos plus grosses sorties de zone de confort à tous les 2. Alors, Déjà, la création de l'EHS, c'est une sacrée sortie de zone de confort, bien entendu, parce qu'il existe des formations artistiques en France, plus basées sur l'art dramatique. L'humour étant devenu un petit peu à la mode et surtout l'après-Covid développe un maximum d'humoristes un petit peu partout. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes quand même en train de gérer une entreprise et ça, au niveau sortie de zone de confort, je peux vous t'assurer, Émilie, que c'est pas toujours simple. Nous avons 11 intervenants, nous avons 2 théâtres que nous louons sur Paris pour faire ces cours, et puis nous avons des locaux aussi en plus, avec une salle de répétition, etc. C'est pas une mince affaire de gérer ça. Donc cette zone de confort, j'ai envie de dire que c'est au quotidien que nous y sommes confrontés là. Très franchement. Et, et moi, l'une de mes plus grandes sorties de zone de confort, justement, c'est que j'ai été infirmière pendant 10 ans. Alors, je viens effectivement du milieu artistique aussi, puisque je suis chanteuse. Mais quand René Marc m'a proposé de prendre la direction de l'école, c'était une totale sortie de zone de confort parce que je ne savais absolument pas ce que c'était que de gérer une entreprise. Et finalement, j'ai appris toute seule et je suis très fière aujourd'hui de la formation que l'on a. Et puis, c'est aussi, effectivement, je rejoins René Marc là-dessus, au quotidien parce que moi, je suis quelqu'un qui fait tout avec le cœur, au détriment parfois de tout l'aspect, on va dire, financier qui ne m'intéresse pas. Et parfois, ça nous apporte des choses un peu négatives, mais je trouve que faire les choses avec le cœur pour avoir une meilleure qualité, bah, ça vaut absolument tout l'argent du monde. C'est très joli ça, dis donc, Anne. Et Merci, pour ces partages. à propos de sortie de zone de confort, il y a vraiment des nuits où je dors peu à cause de tout ça et où la sophrologie peut être très utile, chère Émilie. Ah beh, oui, mais ce que tu dis, René Marc, c'est pertinent parce que c'est pas que pour les artistes, mais ça peut aussi être pour les professeurs, les Oui. directeurs, les fondateurs. L'idée, c'est que la sophrologie, elle est faite pour tout le monde et c'est une méthode qui est adaptable pour chacun en fonction des besoins de chacun. Pour finir, toujours sur le sujet des zones de confort, comment l'artiste pourrait sortir de sa zone de confort par la sophrologie, selon vous? Ah, moi j'ai envie de dire par une prise de conscience. Et puis, en se connectant à ses émotions les plus profondes, parce que ça nécessite de briser leur carapace, qui parfois sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et c'est très, très compliqué pour certains de prendre conscience justement de cette carapace et de se reconnecter un peu à je dirais, à leur enfant intérieur et à leur artiste aussi. L'accouchement de leur artiste est douloureux. Et je sais que la sophrologie peut aider à ça justement pour que ce soit moins violent. De toute façon, le processus créatif consiste à développer son imaginaire. Donc nous les poussons à sortir sans arrêt de leur zone de confort, parce que de par l'éducation qu'ils ont eue, on s'en rend compte la plupart du temps avec l'école qu'il y a eu, les écoles qu'il y a eu avant, ils se retrouvent dans une façon un petit peu formatée de voir les choses, et plus on les sort de ce qu'on leur a mis dans la tête, plus leur imaginaire se développe, et plus leur côté créatif devient passionnant. Mmh, d'accord, super. Bah, merci, pour, le partage de vos beaux avis. Avant qu'on se quitte pour la fin de cet épisode, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de partager? C'est le moment. Avec le sujet de l'épisode, bah, je pense, en tout cas, on s'est rendu compte que nous avons annoncé là notre rentrée scolaire, c'était hier. Nous avons fait scolaire, c'est pas le mot, on n'aime pas scolaire. Notre rentrée avec la 8e promotion de l'EHS, c'était hier, et tout de suite nous avons annoncé qu'il y aurait des rendez-vous réguliers avec la sophrologie, et les réactions ont été des réactions de waouh, génial. C'est ce qu'on a entendu. Donc, j'ose penser que le fait d'intégrer enfin la sophrologie dans une formation professionnelle artistique va ouvrir des portes
et qu'on va finir par se rendre compte que nous avons besoin de ce genre d'aide, de ce genre d'intervention pour fabriquer des artistes à dimension humaine. Et moi, je rajouterais notre devise de l'EHAS, c'est « Il y a plus important que de devenir quelqu'un, c'est de devenir ce que l'on est. Alors autant tout faire pour devenir les deux. » Oh, comme c'est beau. Et bah, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Anne et René Marc d'avoir pris la parole et le temps, surtout pour venir discuter avec moi sur mon podcast La Sophro pour mieux vivre. Et puis on se retrouve sur Paris bientôt. Oui, effectivement, si je dis pas de bêtises, je vais intervenir une fois par trimestre au courant de l'année 2023-2024 à l'EHAS. Mais c'est la première fois que tu vas les suivre en fait, suivre une même promotion. C'est ça, pendant une année entière, une année scolaire, du coup, Ouais. enfin scolaire de septembre à juin, quoi. Ouais. Ils ont bien de la chance. Et ça, c'est une expérience que nous allons tenter ensemble, le fait de suivre un même groupe. Et ben, je suis bien ravie d'essayer et de tenter cela avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Et puis, je vous dis à la prochaine fois sur Paris. Merci, Émilie. Merci, au revoir. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté cette discussion avec Anne et René Marc. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le HAS dans la description de l'épisode. Et si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-8vie ou directement sur mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.